Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle émission, une nouvelle présentation. Je vais vous présenter le film en animation bien sûr, Full Metal Alchemist Conqueror of Shambhala, qui est sorti en 2005 de Seiji Mizushima. C'est la suite des événements de la première série, non pas de la deuxième, mais de la première. Donc il faudra avoir vu cette série pour voir le film et pour voir aussi la critique, parce que je vais quand même parler de certaines scènes vers la fin de la première série. Ce serait dommage que vous fassiez spoiler, après c'est dans votre intérêt. La première série est formidable, alors je vous invite vraiment à la regarder. C'est un film qui a eu un bon succès critique et public au Japon. Les fans ont été assez critiques vis-à-vis du film même, mais dans l'ensemble, il a pu tirer son épingle du jeu. Il dure 1h45 et qu'est-ce qui se passe dans ce film ? Donc c'est la suite de la première série, littéralement, qui se termine, cette première série, sur une fin, ce qu'on pourrait vraiment appeler une fin douce, amère. Les frères Elric sont dans deux mondes différents et essayent de se rejoindre, de traverser à nouveau la grande porte. Donc c'est une affaire encore une fois de retrouver le frère, mais là c'est plus compliqué. Alphonse est donc dans le monde, comment il s'appelle, le monde, le monde où il y a les alchimistes, voilà, le Amestris, je crois, je sais plus, enfin, non, je crois que c'est le nom de la région, c'est pas le nom du monde même, enfin voilà, il est dans le monde de l'animé. Et Edward, eh bien lui, il est dans un autre monde, il est dans notre monde à nous. Et voilà, le rapport est très fascinant parce que ça fonctionne pas du tout de la même façon dans ce monde-là. Il n'y a pas d'alchimie, bien sûr, donc il doit utiliser d'autres technologies pour passer la grande porte. Donc il y a une envie de rejoindre le frère qui est dans un endroit qui est, dans un sens, introuvable, puisqu'il n'y a pas d'alchimie pour invoquer la porte. Donc comment va-t-il arriver ? C'est la question que propose ce film. J'ai vu la première série, je l'ai revue récemment pour voilà, me raviver la mémoire. J'ai adoré cette série, c'est une série qui est un petit peu spéciale, la première série, Full Metal Alchemist. De ce que j'ai compris, ils ont fait l'animé pendant la publication du manga. Ce qui fait que la fin n'est pas du tout la fin du manga. Ils se sont permis une adaptation, une libre adaptation, un scénario original, voilà, pour terminer la série. Ce qui fait que ce film est une idée purement originale, pas du tout issue du manga. Ce sont des esprits frais qui ont dépassé un petit peu la contrainte du manga, ce que ne fait pas la deuxième série. Ce que j'ai cru comprendre, la deuxième série est très orientée sur le manga. C'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas aimé. Je l'ai moins aimé en effet, mais la première saison je l'ai beaucoup aimé. C'est donc la saison dirigée par Seiji Mizushima et Sho Aikawa qui en est à l'écriture du script de la série, et les deux rempilent pour le film. Donc ça permet de rassurer, de placer une base de sûreté quant à la continuité de ce qui va se passer dans ce film. Ce qui se passe dans ce film, c'est un changement par rapport au manga. Le film continue dans cette vue, dans cette optique inédite. On a vraiment cette impression de recréer l'ambiance de la série, mais avec plus de moyens, avec plus d'effets. C'est une suite à la première série, une continuité, une extension. Vraiment, je vous invite à regarder la série avant de voir le film. Un petit peu, finalement, comme The End of Evangelion, qui est donc une suite littérale pour essayer de défrustrer le spectateur. Parce que je peux vous dire que la première série, j'avais terminé le truc. Bon, déjà, j'étais soufflé, mais c'est très frustrant, et c'est une frustration qui est délicieuse parce que t'as envie de voir plus, de voir comment ils pourraient se retrouver. À la fin, je me rappelle, il y a Edward et Alphonse qui sont dans un train, bien sûr, dans leur monde respectif, et ils tendent tous les deux, je crois, la main vers le ciel, et bien sûr, les deux mains se rejoignent dans une espèce de surimpression, et ça veut tout dire. C'est vraiment, on va essayer de rejoindre le frère. Bien sûr, énorme travail sur la fraternité, moi, ça me touche beaucoup, hein. Moi j'ai un frère, donc forcément, je pense que cette série a eu, comment dire, un écho particulier pour moi, et en tout cas, je trouve que la première série est beaucoup plus recentrée sur la fraternité que la deuxième série. Donc c'est peut-être pour cela que je préfère la première, alors que la deuxième se barre en fait en sucette à la fin, quitte
le terrain de la fraternité et du sacrifice pour aller sur complètement autre chose, quelque chose de beaucoup plus genre fin du monde. Le mot, je pense, pour qualifier le film, ce serait la générosité. C'est-à-dire que le film évoque une réelle nostalgie de la première série. On commence avec une scène d'action pour faire commencer l'animé un peu sur les chapeaux de roue, pour donner l'idée d'un flashback sur leurs aventures quand ils étaient encore tous les deux ensemble. Puis on a un générique comme l'animé du film. Vous savez, ces génériques de série qui font rêver un petit peu avec des images de la série. C'est peut-être un peu moins fort sur les questions de moralité et de philosophie. Après, c'est dur d'opposer un film qui fait 2 heures, dans notre cas 1h45, à une 50aine d'épisodes. Edward est donc en Allemagne, pendant l'entre-deux-guerres, il me semble, parce qu'il y a encore Fritz Lang en Allemagne. Et oui, il y a Fritz Lang dans le film. J'ai vendu la mèche, gros spoiler, il y a Fritz Lang dans le film. Rien que ça, moi, j'étais déjà convaincu. Et quand je l'ai revu pour faire cette vidéo, je ne m'en souvenais plus. Alors je peux vous dire que j'étais content. Je me dis, ah tiens, qu'est-ce que c'est? Donc oui, c'est un film qui est ancré dans l'entre-deux-guerres, aux références historiques. Et c'est très surprenant de voir nos personnages de fiction arriver dans un contexte historique qui est le nôtre. Non seulement le personnage d'Edward, qui était dans un monde fictionnel et qui arrive dans un monde, le nôtre, historique, avec des faits, et qui se sent dépassé comme un intrus temporel, et aussi insérer les personnages du monde d'Amestris, on va dire Amestris, parce que je sais plus le nom, et il y a Amestris qui me taraude dans la tête, c'est peut-être ça, et leur forcer des caractérisations dans l'environnement historique. L'environnement paranoïaque. Donc voilà, on a tout un ensemble de personnes qui s'incrustent comme ça dans le monde réel. En même temps, Fullmetal Alchemist, par ses guerres, ses expérimentations et ses génocides, proposait déjà une ouverture à notre monde réel. Bien sûr, l'idée de nazisme, le Führer, vous savez, des choses comme ça, donc bien sûr ça avait un écho de base. Mais là, il se trouve même plus dans l'écho. Edward, il se trouve dans le véritable monde où ça a eu lieu, ces cauchemars. Alors que dans le monde de l'alchimie, c'était des échos qui, nous, spectateurs, nous rappelaient certains terribles moments de notre histoire. Donc là, vraiment, on a un retournement entre la façade historique et l'écho historique dans le monde fictionnel. Alors ça, c'est super intéressant. Alors là, je pense en scénario, il y a des gens qui doivent baver tellement ça doit être ouf de retravailler l'histoire, l'écho et finalement ce qu'on veut en déployer, parce que quand on fait une fiction, on veut développer un message, et bien souvent dans Fullmetal Alchemist, on rappelle des faits historiques qui ont eu lieu, mais par des échos, par des transpositions. Voilà, le massacre d'Ishbal, voilà, c'est les Juifs, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ah ben là, Edward se retrouve de l'autre côté du miroir, toutes ces références dans l'écriture du scénario des différents épisodes, et bien là, il est dans l'endroit où ça se passe vraiment, et ça c'est absolument génial de voir en fait le déplacement. C'est très intéressant de voir que le monde de la fiction, et on a de l'autre côté un monde réel, notre monde réel fictionnalisé. Ça rend beaucoup plus important les thèmes de la série. Ishbal, donc c'est les Juifs et les Tziganes, tout en mettant ce personnage d'Edward en confrontation avec les thèmes de notre histoire. La technologie, les fusées, la race aryenne. Je vais pas parler de l'univers et de tous ces personnages parce que sinon on ne va pas y arriver. Mais ce film se destine clairement à ceux qui ont vu la série. Je crois que je l'ai assez dit comme ça. Cette vidéo l'est également. Je dirais juste que c'est un monde où l'alchimie prend une très grande place dans la technologie. Et ce rapport technologique est assez important parce que le film va nous parler de ces deux frères qui vont, Edward avec la science, la véritable science que nous connaissons nous, enfin de l'époque bien sûr, et Alphonse avec l'alchimie, essayer de se rejoindre, de trouver une astuce, une formule, quelque chose pour se rejoindre. Et l'enjeu est démultiplié avec cet autre monde. Et Claire est fascinée par l'occulte. Vous savez, Indiana Jones nous l'évoquait déjà dans ces films-là. Et ici, c'est dans la continuité. Il y a une force occulte qui veut peut-être traverser des portails et envahir d'autres mondes. Et je me suis senti bien plus pris par l'enjeu
lors du deuxième visionnage que la première fois quand je l'avais vu il y a très 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 longtemps. Donc cet enjeu, qu'est-ce que c'est ? C'est la société de Thulé qui cherche un monde, le monde de Shambhala, qui serait pour eux une utopie. Donc un monde utopique, et tout le monde cherche cet endroit, tout le monde cherche ce monde utopique. Même Fritz Lang cherche cet endroit pour faire ses films sans que ces nazis lui cassent les pieds. Donc c'est amusant de voir que même Fritz Lang, il veut se barrer, il veut même se barrer dans un monde imaginaire pour faire ses films en paix. Et ça, je trouve ça génial comme idée. Surtout le lier, je crois que c'est ça qui est dingue. Surtout le lier à une figure historique que moi je connais bien puisque c'est de l'expressionnisme allemand, et de le voir avec un autre discours, je veux me barrer dans un monde imaginaire parce que j'en ai marre de ces nazis. Je trouve ça excellent. Donc un endroit qui exaucerait les désirs des personnages, donc une recherche de paradis. Donc il y a un rapport bien sûr miroir, comme je vous le disais, avec par exemple non seulement entre les deux mondes bien sûr, mais aussi dans des confrontations. Il y a Alphonse qui affronte Gluttony dans la cité enfouie, bien sûr, dans les derniers épisodes de la première série, et Edward qui affronte Envy, encore un autre homunculus, en dragon, dans un château d'ailleurs qui ressemble beaucoup à un château historiquement présent, le château du Neuschwanstein. C'est un peu compliqué à prononcer, mais c'est un château magnifique. On a à faire quand même un film qui devait durer 3 heures, 100 pages de script, c'est massif. Pour de l'animé, il y a eu énormément de coupes, des personnages enlevés, des scènes enlevées, pour recentrer sur le travail autour de cette fameuse grande porte, par laquelle on passe d'un monde à un autre. Les règles qui régissent la porte semblent un peu plus laxistes dans ce film-ci que dans la série où il y avait tout un travail de sacrifice. Ici, on passe sans sacrifice pour arriver de l'autre côté. Alors pourquoi la porte a besoin d'être ouverte des deux côtés ? On se pose même la question. Donc ici, ce sont des sacrifices des derniers homunculus vivants, Wrath et Gluttony, et de l'autre côté, CNV, donc les homunculus sont sacrifiés pour pouvoir faire un passage de la porte. Beaucoup de personnages clés meurent dans le second monde d'ailleurs, ou sont neutralisés, ce qui est plutôt grisant en fait de voir qu'il y a une prise de risque un petit peu dans l'animé pour nous faire secouer un peu le cocotier. Ça c'est plutôt agréable, l'action est très sympa, pas trop envahissante, on reste concentré sur les personnages pour leur instaurer des niveaux de conflits multiples. Vous savez, je vous en avais déjà parlé en termes de scénario, les conflits personnels, internes, le plus profond, les personnages, les grands conflits ou questionnements des personnages sont internes, puis personnels, puis externes. Donc voilà, ici bien sûr, étant donné qu'il y a déjà eu un énorme travail de fait par rapport à la série, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas redites, qui vont de soi. Vous savez, c'est un petit peu comme Avenger avec tous les films individuels des super-héros avant. Donc Avenger a une écriture vachement paresseuse parce que elle considère que les gens connaissent les aboutissements et les questionnements des personnages. Dans ce film-là, c'est un petit peu la même chose. L'écriture des personnages est peut-être un peu plus rigoureuse, mais elle lâche du lest sur les angoisses, les questionnements pour laisser place plutôt à l'action et à de nouvelles choses, je devrais dire. On a, comme je vous le disais, une action qui est assez palpitante. On a à la fin une énorme scène d'action avec un immense avion qui se fait attaquer par Mustang et après par les frères dans un duel aérien. C'est super, c'est vraiment agréable. Après, il y a la ficelle facile du happy ending. Edward fait le choix de ne pas revenir dans son monde. Il est coupé de Winry et de tous ses amis. C'est là où c'est peut-être un petit peu amer. C'est une fin douloureuse, un échange équivalent. Mais, par contre, je crois me souvenir, parce que ça fait un moment que je ne l'ai plus vu, ma critique, elle est là depuis un petit moment dans mes dossiers. Mais je crois qu'il est avec son frère. Donc c'est quand même une fin où les deux, parce que c'était quand même le but de la série tout entière, c'est de réunir les deux. Donc c'est un film sur la fraternité d'une grande puissance. Je vous conseille quand même la série parce qu'elle est un peu plus puissante que le film, mais c'est vraiment une fin qui termine tout le cycle de la première série. Donc c'est vraiment quelque chose qui est un bloc
qui se termine avec cette fin où on aurait souhaité bien sûr avoir la fin parfaite, mais ici il y a un compromis qui est acceptable et au final les deux frères sont réunis après une belle surprise d'ailleurs. Je crois me souvenir que la fin, quand il y a le dernier passage de la porte, on se dit que Edward il n'a pas réussi son coup et au final il arrive quand même à avoir ce qu'il veut. Donc bien sûr cette idée de monde enchanteur qui serait l'endroit où on exaucerait tous nos désirs, en repassant la porte dans le monde, dans notre monde réel, il a exaucé son désir. Donc c'est peut-être notre monde Shambhala plutôt que l'autre monde d'Amestris. Je vais maintenant un peu parler des personnages. Les personnages semblent plus matures. Alphonse a grandi. Edward a un frère équivalent dans le monde dans lequel il est. Là, c'est assez amusant. Donc on a Edward qui rencontre bien sûr plein de personnages qui sont des représentants dans ce monde-ci de ce qu'il connaissait avant, avec Hughes qui est un policier. On a aussi une personne, une très jolie jeune femme qui voit l'avenir. C'est un petit peu Rose dans la série Full Metal Alchemist, donc une petite touche féminine désirable pour le film, parce qu'autrement le film est quand même assez masculin. Et quand l'armure hantée de Hal arrive dans le monde de Ed, Hal il est ultra content de retrouver son frère et Ed n'est pas plus touché que ça. Ça m'a surpris, j'étais un peu frustré par peut-être la scène d'émotion qui aurait pu résulter mais qui n'est pas présente. Je ne sais pas trop pourquoi ils l'ont pas fait plus émotionnel, mais parce que c'était aussi dans un flux d'action et j'aurais été transi de joie comme le petit frère avec l'arrivée du grand frère et j'étais un peu frustré par ce moment-là, mais c'était parce qu'il y avait encore beaucoup de choses et justement juste après les retrouvailles, tout de suite il y a de l'action et bien sûr ils se mettent dos à dos pour affronter de nombreux robots. En fait, ce ne sont pas vraiment des robots, ce sont des gens en armure qui ont passé la porte en pensant justement que les armures allaient les aider à passer une porte. Quand même, c'est une porte d'alchimie, c'est un endroit où tu passes d'un monde à un autre. Forcément, il y a un échange équivalent qui se fait aussi sur le corps. Donc, c'est pas si touchant entre les frères, mais c'est Winry qui est la plus touchée. Et je suis surpris par ce choix. Ils ont préféré passer beaucoup plus d'émotions dans la réaction de Winry à ce qui se passe avec les deux frères que plutôt quelque chose entre les deux frères. C'est là où vous voyez la série a vraiment épuisé toute la relation entre les deux et le film a par moments vraiment du mal à relancer cette dynamique de la série en termes d'émotion parce qu'il y a beaucoup d'autres choses à narrer et ils peuvent pas s'arrêter aussi longtemps sur les personnages qu'ils l'auraient souhaité. C'est par contre quand on est dans le monde réel un jeu follement amusant de voir les figures du monde alchimique et leur équivalent dans le monde réel. Armstrong refait la ville de Lior avec des statues de lui partout, c'est tellement lui en plus. Donc c'est encore une fois, voilà, on voit ce qui devient après la première série. Et on voit Gluttony qui a trop mangé. On a aussi Raph qui a maintenant un bras mécanique. J'ai plus aimé Raph dans le film que dans la série. Sûrement qu'il y a eu aussi une maturité du personnage. On a Envy qui est très étonnant en dragon, bien sûr c'est la continuité du dernier épisode de la série, mais j'ai jamais compris pourquoi tout d'un coup c'est un dragon un peu à la Dragon Ball Z. On termine la série comme ça, mais la représentation d'Envy dans le monde réel est sous une forme de dragon japonais, une image du serpent qui tente l'homme peut-être, donc l'idée de tentation, envie, désir, voilà. Et après, en plus, je crois qu'à la fin, il se mord la queue, enfin, justement pour créer la fameuse porte circulaire par laquelle les avions et tous les hommes en armure passent. Voilà, là, il y a une symbolique qui m'échappe un petit peu, mais enfin, surtout, pourquoi un putain de dragon ? Mais bon, ça, c'est, on va dire, les Japonais. Et on a les personnages historiques, Hitler, Fritz Lang, Karl Haushofer, qui est un géopoliticien munichois que je connais pas du tout, mais dont les théories ont été récupérées par le nazisme. Et on a aussi Dietrich Eckart, qui est l'un des fondateurs du Parti ouvrier allemand, qui se retrouve, à ce que j'ai cru comprendre, en version féminine dans le personnage de Dietle Eckart, avec des motivations de méchants très génériques, conquérir le monde, vous savez, des choses comme ça. Et on a un personnage, je vous en ai déjà parlé,
qui arrive d'une façon... ils n'auraient pas mieux présenté le personnage que ça. À un moment, bien sûr, il y a Edward qui continue à découvrir le monde dans lequel il est, et à un moment, il y a l'augmentation de la tension. Quand Edward voit King Bradley. Oh, il y a King Bradley dans ce monde, mais sa présence dans le monde, elle, est totalement logique. Et le personnage qui a le look de King Bradley, qui a un cache-œil, c'est bien sûr Fritz Lang, qui, suite à la vue du dragon d'Envy, modifie son animatronique du dragon dans le film Die Nibelungen. Donc les lumières, je sais plus le titre exact en traduit, mais ça c'est super bien, c'est une super idée. Donc déjà le mec est fasciné par Shambhala parce que les visions de Shambhala à travers le dragon d'Envy qui a passé la porte, eh bien lui permet d'avoir des visions dans ses films et de fabriquer de meilleurs films. Donc il s'imagine bien sûr que aller à Shambhala, ça lui permettra de créer des mondes incroyables. Donc c'est un peu du fanservice et certains ne l'ont pas aimé. Scar et Lust qui sont des juifs, logique. Alors oui, ce sont plus des figures, mais peu agissent en fait. Après, il y a aussi des choses, et c'est là où il y a des scènes qui ont été coupées, je pense, qui auraient pu développer davantage ce qui se passait. C'est pourquoi, par exemple, Mustang a renoncé au pouvoir, et ce qui amène à la fin à un espèce de vieux comeback un petit peu pourri, en mode « je vous sauve la mise », il semble manquer quelque chose. Mais quoi? Ça, je n'en sais rien. Mais je pense que ça vient dans ces pages de script qui ont été enlevées. Et ces personnages qui ont été supprimés. Qui auraient pu déployer davantage les arcs qui sont laissés un petit peu vraiment secondaires parce qu'ils n'auraient pas pu enlever Mustang intégralement. Je pense que ça aurait été un peu compliqué. Mais en tout cas, il y aurait eu besoin d'un retravail important. Il y a des déchets. Ce sont des déchets qui ne sont pas trop gênants, mais il ne faut pas trop se poser de questions non plus. On a une apparition des personnages, un fan service peut-être mal exploité. Certains, oui, parce qu'il y a des coupes dans le script de base, et d'autres sont bien, comme Pride ou Hughes dans Notre Monde. Hughes est d'ailleurs quelqu'un d'un peu moins gentil, c'est plutôt une bonne idée. Hughes est un policier avec sa femme en fleuriste avec qui il voudrait bien sortir, et c'est trop bien parce qu'il n'est pas du tout éduqué, et donc il se fait facilement manipuler par les forces nazies qui commencent à soulever un peu la masse ouvrière, la masse basse de la société. C'est complètement un miroir déformant de l'image que nous avions de Hughes dans le monde alchimique. Retrouver les personnages, mais différents, avec King Bradley qui se trouve être le meilleur ami d'Edward dans ce monde-ci, et un Hughes qui est déjà dans une classe sociale bien moindre que ce qu'il était dans le monde d'Amestris, et il se fait manipuler bêtement, et à la fin, c'est pas forcément le grand ami d'Edward. La production du film s'est très vite mise en route après la fin de la série. L'épisode final a été diffusé en octobre 2004 et en octobre 2004, le script était fini et le pré-check de storyboard était prêt. Donc les mecs, ils n'ont pas perdu le temps. Donc ils étaient vraiment déjà dans la dynamique du film après à peine la série terminée. Le pré-check storyboard, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on montre le mouvement des objets et des personnages dans chaque plan avec les répliques. Un process pour préparer une production très serrée. Le storyboard est coupé en 6 parties pour faciliter la création du film, et l'animation, du coup, elle peut être faite à des moindres coûts parce qu'on sait exactement ce qu'on va animer. Qu'est-ce qui se passe? L'animation, eh bien, elle est plus soignée, il y a plus de détails, il y a plus de choses qui s'animent aussi, qui bougent. On iconise les personnages, on voit Hal qui donne une partie de son âme à une armure et qui commence à se battre à côté de lui. On a un plan bien sûr avec les deux côte à côte, ça c'est très iconique aussi. On a aussi toute l'imagerie allemande, donc ça il faut aussi le créer, donner l'impression qu'on est en Allemagne. Ça paraît évident ce que je dis, mais ce sont des Japonais, il faut pas l'oublier. C'est pas comme si c'était nous, Européens. Donc aussi, les Japonais doivent se réapproprier des codes vestimentaires, des codes esthétiques, pour essayer de nous donner l'impression qu'on est vraiment en Allemagne et qu'on n'est pas au Japon. Donc ça, c'est aussi un petit travail que j'aime beaucoup. Le combat avec Gluttony est très impressionnant. Il y a beaucoup de sang aussi dans le film, mais vraiment le combat avec Gluttony est... Waouh! Alors là, t'as des mouvements, c'est très très épique.
Le CGI, parce qu'il y en a, hein, quand on a toutes ces armures qui se déplacent, eh bien, je pense qu'il y a des mouvements CGI, ça fait un peu vieillot, tout ce qui est armure, la porte, les vaisseaux aussi, les grands avions, c'est pas super beau à voir maintenant, mais c'est tolérable, mais si on s'y bloque pas, je pense. La musique, eh bien, il y a un beau thème principal, le Shambhala, qui est assez enivrant, assez grandiloquent. Autrement, il y a pas mal de reprises de thèmes de la première série. Je pense que vous serez pas dépaysés. Et on a la musique des Gitanes, qui est très marquante. Moi, en tout cas, elle m'a énormément marqué. Ça débute le film où ils sont, je crois, avec Edward et Alphonse dans une camionnette et derrière on a les Gitanes qui commencent à faire la musique et c'est vrai que moi quand je l'avais vu avec mon frère, moi ça m'a énormément marqué et pourtant il n'y a rien de spécial en fait dans cette séquence mais la musique elle m'a vraiment marqué. Et donc, pour conclure, eh bien écoutez, c'est avec énormément de plaisir que je l'ai revu. La première fois, je l'avais pas spécialement aimé. Je trouvais que c'était pas mal, hein. C'était un bon film, mais sans plus. Et là, c'était vraiment autre chose. Et je suis content en fait de voir qu'il y a eu un gap qui est passé entre les deux visionnages qui sont espacés de quoi ? Plus de 10 ans. Passé entre le premier visionnage et le visionnage pour cette critique, donc moi je suis très content de l'avoir revu. Je trouve que c'est vraiment une bonne continuité, c'est une bonne suite, si on peut considérer ce film comme une suite. Et je vous invite bien sûr, si vous avez aimé la première série, à regarder ce film-là. Ça n'a rien à voir avec la deuxième série, c'est complètement coupé de la deuxième série, hein. Alors là, vraiment il y a quelque chose de très réussi dans ce film par rapport à la première série, je lui mettrais un 14,5. Il y a quelque chose qui me frustre un peu, mais je pense que je lui mettrai un 14,5. Je vais m'arrêter là, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo et d'avoir peut-être laissé des commentaires, n'hésitez pas, il s'agit là d'anime japonais et en plus aussi d'une extension de série, donc n'hésitez pas à parler aussi un peu de la série si vous le souhaitez. En tout cas moi j'ai tout vu, donc je pourrais vous répondre et je pourrais vous comprendre aussi si vous me parlez de choses. Dites-moi déjà la première chose, parce que là pendant toute la critique je me suis senti ridicule, le monde de l'alchimie dans lequel vivent Edward et Alphonse, il se nomme comment ? Il ne s'agit pas de la région, parce que dans la deuxième saison, on précise bien les régions, mais est-ce qu'il y a un monde, le nom du monde dans lequel ils vivent, qu'est-ce que c'est ? Dites-le moi, ceux qui ont lu le manga, je pense que c'est là où il y a la plus de sources et de noms précis. Voilà, dites-le moi, je vous en remercie. Quant à moi, eh bien, je vous donne rendez-vous bientôt. Peut-être pas la semaine prochaine, je ne sais pas. Vous avez vu que c'était complètement chaotique les publications maintenant. Et c'est peut-être mieux comme ça. Mais je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo qui sera normalement Fullmetal Alchemist, l'étoile de Milos. À ma grande surprise, ils ont fait un autre film. Alors on va voir ce que c'est prochainement. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!